Je vais parler en français. Bonsoir. Je suis ravi d'être parmi vous à Chypre. C'est la première fois que je viens de ma vie. Je remercie le Cyprus Mail pour cette initiative qui nous permet de réfléchir non seulement sur la crise syrienne et la crise moyen-orientale, qui nous concerne tous, et en tant qu'Européens, et surtout en tant qu'Européens. En effet, ces conflits ont eu des conséquences catastrophiques pour tous les peuples concernés, mais aussi sur le continent européen et en particulier en France. Mon pays est donc concerné par ce qui se passe en Syrie. À la fois pour des, comme je le disais, des conséquences sécuritaires affectant notre territoire, mais aussi en raison des liens historiques de tous ordres que nous avons eus avec ce pays, comme avec le Liban. À travers ces liens, la France avait réussi à maintenir une certaine présence au Proche-Orient et au Moyen-Orient, passée sous influence avec l'histoire anglo-saxonne depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Durant ces deux mandats présidentiels, de 80 à 95, mon père, le président François Mitterrand, a veillé à la sauvegarde de ces liens et d'une manière plus large à maintenir un équilibre avec les différents protagonistes de cette région du monde, dont Israël. Tel est d'ailleurs l'un des principes traditionnels de notre diplomatie. Enfin, je dirais plutôt quel était le principe de notre diplomatie. La sauvegarde de nos relations historiques et séculaires avec des entités auxquelles nous sommes liés par d'anciennes amitiés. Depuis fort longtemps, notre diplomatie était caractérisée par une forme de légalisme dans l'approche des relations internationales. La prise en considération des normes et des principes du droit international public impliquant le respect des spécificités nationales et identitaires des pays, le respect de la souveraineté des États, ce qui aurait pour corollaire la non-ingérence dans nos affaires internes. Cette stratégie diplomatique traditionnelle de la France, maintenue par mon père, a permis à notre pays de jouir d'une certaine respectabilité jusqu'à devenir le garant de l'équité. Nous avons à maintes reprises assuré un rôle de catalyseur ou de médiateur, permettant le règlement amiable des conflits. Je pense notamment au rôle que mon père a joué dans les processus qui avaient mis un terme aux différents conflits au Liban, impliquant des puissances régionales, la Syrie et Israël, et accueillant le président libanais actuel, le général Aoun, en France. L'idée des deux États distincts entre Palestiniens et Israéliens, avec des frontières sûres et reconnues, dans lequel nous nous étions fermement impliqués et qui aurait pu voir un début de réalisation grâce aux accords d'Oslo, aurait pu apporter un début de stabilité dans cette région. On sait ce qu'il en est advenu, et malheureusement, on ne réécrit pas l'histoire. Ce sont ces principes et ce rôle équilibré qui ont donné une image respectable à notre pays durant la guerre froide, renforcée par notre volonté de garder une certaine indépendance en refusant de faire partie du commandement intégré de l'Alliance Atlantique. Mais cette place que nous occupions dans le monde s'est progressivement affaiblie. Dès l'effondrement de l'URSS et la fin de la bipolarisation qui a bouleversé l'équilibre des puissances sur la scène internationale. Nous sommes passés d'un monde bipolaire à un monde unipolaire dominé par les États-Unis. Autrefois à la tête du bloc de l'Ouest, les Américains ont renforcé leur position dominante. De puissance non négligeable au sein de l'ONU,
grâce à son droit de veto en tant que membre permanent, sa position économique et militaire en tant que puissance nucléaire, et sa non-participation au commandement intégré de l'OTAN, et sa possibilité de mobiliser un certain nombre de voix de ses anciennes colonies, notamment en Afrique, la France a vu son influence diplomatique s'amoindrir. Sur le plan militaire, la dissémination nucléaire, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, Israël, l'Afrique du Sud peut-être. Derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine a modifié la donne mondiale. Sur le plan économique, de nouveaux acteurs sont apparus avec force, notamment dans le sillage de la Chine et de l'Inde. Diminuant les atouts de la France, membre d'une Europe divisée, qui n'arrive pas à émerger diplomatiquement sur le plan international. La première guerre du Golfe, en 1990, a imposé la position dominante des États-Unis sur la scène internationale, en montant une coalition sous l'égide de l'ONU pour libérer le Koweït de l'invasion de l'Irak, lui permettant de devenir le gendarme du monde. À cette occasion, la France avait conditionné sa participation à la seule libération de l'Émirat envahi et avait refusé de s'engager sur le territoire irakien au grand dam des Américains. Par ailleurs, les attentats de New York de septembre 2001, qui ont justifié l'intervention américaine et de leurs alliés en Afghanistan et plus tard en Irak, n'a fait que renforcer leur influence au Moyen-Orient. Bon nombre de pays de l'Union européenne ont avalisé cette opération américaine qui, bien qu'elle revêtait l'aspect d'une agression conformément au droit international, car sans l'aval de l'ONU, la France avait refusé d'y participer et menacé d'apposer son veto. Progressivement, la France s'est néanmoins rangée du côté américain, en adoptant une politique atlantiste, surtout depuis l'annonce en 2007, sous la présence du président Nicolas Sarkozy, de la réintégration du pays au commandement intégré de l'ONU, de l'OTAN. Dès lors, nous avons assisté à un revirement de notre diplomatie jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, ce dernier étant depuis peu, et tant bien que mal, d'équilibrer la position de la France sur l'échiquier international et notamment dans cette région du monde. L'opposition durant la guerre de Syrie n'est qu'une illustration de l'évolution de notre attitude diplomatique et politique dans les choix qui ont été pris. Nous n'avons malheureusement pas œuvré en tant que médiateurs pour régler cette situation, pour aider à aider cette situation, mais comme partie prenante, même sans ménager nos intérêts stratégiques au Proche-Orient. Comme je l'ai souligné, notre pays maintient historiquement avec les entités du Proche et du Moyen-Orient des relations en vertu desquelles, à l'issue de la Première Guerre mondiale, nous avons obtenu un mandat de la Société des Nations sur une partie de la Syrie et le Liban. C'était en 1920, ça date. Après la fin de la Première Guerre mondiale et le démembrement de l'Empire ottoman. À l'instar du Liban, la Syrie s'était également dotée d'institutions inspirées de celles de la Troisième République française. La reconstitution multiconfessionnelle de ces deux États-nations leur a permis de retrouver leur spécificité sociologique et culturelle d'antan. Plus tard, lors de l'indépendance du Liban en 1943, un pacte national est venu compléter sa constitution écrite, permettant aux communautés religieuses de coexister et de se partager le pouvoir. Quant à la Syrie, qui a connu une série de coups d'État après son indépendance, elle a progressivement affirmé son identité et ses institutions dans le cadre d'un État laïque, avec l'arrivée au pouvoir du président Hafez el-Assad en 1970.
À la mort d'Hafez el-Assad, en juin 2000, son fils Bachar a été élu par le Parlement syrien président de la République, conformément à la Constitution. Dès son arrivée, ce dernier n'a pu desserrer assez rapidement et significativement l'étau autoritaire installé par son père, ce qui vraisemblablement a en partie contribué aux premières émeutes du printemps arabe en Syrie, comme ils éclataient en Tunisie et en Égypte. Mais la première difficulté à laquelle il a été confronté a coïncidé avec son interventionnisme au Liban et l'accusation portée contre lui de l'assassinat du Libanais Rafik Hariri, survenu en février 2005. Cette affaire a été très embarrassante pour la France, dans la mesure où Rafik Hariri était un ami privilégié de la France, mais en plus un ami personnel de l'ancien président Jacques Chirac, qui avait également soutenu l'arrivée au pouvoir de Bachar el-Assad. Ce dernier avait été effectivement reçu par lui en 1999 à l'Élysée à la demande de son père. L'implication de la Syrie avalisée par la France dans l'assassinat de Rafik Hariri a refroidi nos relations avec Damas, malgré la démarche du successeur de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, qui avait reçu Bachar el-Assad en France lors de notre fête nationale du 14 juillet. Cet événement, l'assassinat de Rafik Hariri, qui a conduit la Syrie à se retirer du Liban, avait en outre provoqué une division interne au sein du Liban, avec la constitution de deux tendances. D'une part, la coalition du 8 mars, à dominante chiite et dirigée par le Hezbollah, et celle du 14 mars, à dominante sunnite. Une série d'attentats visant les personnalités ostensiblement anti-syriennes a renforcé les clivages et les tensions au Liban. La France se rangea du côté de la coalition du 14 mars, mais cette dernière glissa progressivement sous l'influence américaine par rejet du mouvement des chiites Hezbollah, considéré par Washington comme un groupe terroriste en guerre contre Israël et allié de l'Iran. La coalition du 8 mars permit l'ascension au pouvoir du général Aoun, historiquement proche de notre pays. C'est ainsi que la nouvelle stratégie diplomatique de la France lui fit perdre en partie la place qu'elle occupait au Liban, alors qu'elle avait réussi à sauvegarder un certain équilibre, notamment sous les deux mandats de mon père, de 80 à 95, durant la guerre libanaise, malgré de très graves crises. L'attentat du Drakkar, 58 militaires tués, la crise des otages, l'exfiltration en 82 de Yasser Arafat, ou l'assassinat de notre ambassadeur à Beyrouth, Louis Delamarre, en 81. Ces mêmes choix nous ont conduits à perdre notre présence et autres influences en Syrie. En effet, depuis 2010, le monde arabe a vécu des mouvements de contestation populaire au Maghreb et au Machrek, mettant en difficulté des régimes puissamment installés depuis longtemps. Ces manifestations, nous l'avons vu, ont eu des conséquences variées. Certains de ces régimes ou dirigeants ont été renversés ou assassinés, soit de l'intérieur par ces mouvements populaires, Tunisie, l'Égypte, soit de l'extérieur par des actions militaires étrangères, la Libye, où Kadhafi a été assassiné, sans parler évidemment avant de Saddam Hussein après l'intervention américaine. D'autres mouvements populaires qui rejettent leur classe politique accusée de corruption et de communautarisme apparaissent de nos jours dans cette région. Le Liban, l'Algérie,
qui pacifiquement a fait démissionner Bouteflika, mais qui ne fait pas confiance dans la transition. L'Irak, qui, comme le Liban, rejette ses élites politiques, quelles qu'elles soient. Après le nationalisme arabe, qui menait un peu cette région, nous avons assisté à l'émergence de nombreux mouvements fondamentalistes religieux qui profitent de ces déstabilisations et du mécontentement général des populations. L'Oumma Islamia, le monde musulman, se propose de remplacer le panarabisme. De plus, nous assistons à l'émergence de tensions communautaires intermusulmanes, conflits sunnites-chiites, intersunnites, frères musulmans, salafistes, etc., outils sunnites, etc. La Syrie en est aussi victime. Inféodée aux États-Unis et à leurs alliés, notre diplomatie devenue atlantiste, avec l'entrée dans l'OTAN, au commandement intégré de l'OTAN, participa en quelque sorte à la déstabilisation de la Syrie, au lieu de privilégier la médiation. Notre position dans cette guerre, ainsi que celle des principaux États de l'Union européenne, nous ont même conduit à envisager la destitution du président syrien et le renversement du gouvernement en septembre 2013, après les accusations gravissimes dans la région de la Ghouta de l'utilisation contre les populations d'armes chimiques, réfutées par Damas et par Moscou, avant d'être stoppées par le président Barack Obama à quelques heures près. Dans ce paysage particulièrement difficile à lire politiquement et militairement, en raison du nombre très important d'acteurs aux intérêts divergents, nous avons même été tolérants sur le terrain vis-à-vis de mouvements anti-Assad, mais proches des thèses islamiques non éloignées de Daesh à l'époque. La rupture de nos relations diplomatiques et sécuritaires, le renseignement, avec la Syrie, a eu aussi comme conséquence d'affaiblir nos capacités d'analyse et d'anticipation des actes terroristes commis sur notre territoire par les terroristes ayant fait allégeance à Daesh. Nous avons quand même eu plusieurs centaines de morts dans ces attentats. La situation militaire en Syrie s'est progressivement améliorée. Depuis l'entrée en action des forces militaires russes, permettant de desserrer l'étau sur les forces favorables au gouvernement, et la défaite de Daesh par les forces coalisées et les Kurdes de Syrie. Depuis, Washington a récemment ordonné le retrait de ses forces armées de Syrie, sauf des zones pétrolières, abandonnant sur le terrain ses alliés kurdes, les laissant seuls face à la Turquie, qui les considère comme terroristes. Ces derniers, qui contrôlaient la frontière syrienne et le nord du pays, et le nord-est du pays, avaient été avec succès en première ligne contre Daesh. La Turquie contrôle désormais, appuyée par l'armée russe, une bande de terrain de plusieurs kilomètres à l'intérieur de la Syrie, le long de la frontière. Sans le soutien américain, la France n'a pu que constater la nouvelle donne avec les Kurdes et la Turquie et abandonner ses alliés kurdes. Le président Macron tente depuis peu un retour progressif de la diplomatie française dans la région, en prenant notamment l'initiative d'une médiation avec l'Iran sur la question des accords sur le nucléaire dénoncés par les États-Unis et des sanctions qui ont suivi. Et en recevant notamment en France le ministre iranien des Affaires étrangères en marge du G7 à Biarritz en 2019. Téhéran ne semble pas très réceptif à cette démarche,
et le traitera quelques mois plus tard de naïf. En conclusion, nos relations avec la Syrie, la Turquie, le Liban, Israël sont loin d'être au beau fixe. L'approche avec la Russie, de plus en plus présente dans la région, ne semble pas particulièrement fructueuse et empreinte de méfiance. Les sanctions contre Moscou, du fait de la crise ukrainienne, n'aident pas au rapprochement. Cette volonté montre cependant une volonté de la France, de notre nouveau président, de revenir à une relative indépendance par rapport aux intérêts américains. Mais en a-t-elle les moyens pour l'instant? De plus, sur tous les théâtres internationaux, la France est très seule. L'Europe, très désunie, n'ayant pas de politique étrangère définie et encore moins de moyens militaires. Le meilleur exemple se trouve dans notre action au Sahel, à l'heure actuelle, où nous avons à faire face quasiment seuls au mouvement islamiste qui déstabilise la région, qui est plus vaste que l'Europe. Notre intégration dans le commandement de l'OTAN nous fait apparaître, diplomatiquement, un peu comme de petits supplétifs, un peu remuants aux yeux des Américains dans un certain nombre de conflits. Les dernières déclarations du président Macron sur la mort cérébrale de l'OTAN ont provoqué un grand nombre de réactions négatives et violentes au sein des pays de l'Alliance et notamment de la Turquie. En l'état, la volonté du président Macron que l'Europe se dote d'une armée ne rencontre que peu de succès. Pour terminer, je me permets de citer Roland Dumas, ancien chef de notre diplomatie sous les mandats de mon père, recueilli dans son livre intitulé « Dans l'œil du Minotaure, le labyrinthe de mes vies ». Je cite « Je me pose la question de savoir où va la politique française de la France, la politique étrangère de la France. Je regrette que notre politique étrangère ne soit pas celle que je souhaite. Elle n'est pas assez gaullienne, ni assez offensive à mes yeux. J'ai géré pendant presque 10 ans la politique extérieure de la France. Je n'allais pas prendre mes instructions à Washington, comme c'est le cas aujourd'hui. Mitterrand ne m'aurait jamais laissé faire. Il me rappelait régulièrement « N'oubliez pas, Roland, que nous ne sommes pas dans le commandement intégré de l'OTAN. » Cela voulait tout dire. Je vous remercie.